désolé, mais mon espagnol est un mélange de français et de français. Donc, je vous promets que si jamais je suis invité à nouveau dans un an, ça m'étonnerait parce qu'on peut dire, si jamais je suis invité à nouveau dans un an, je parlerai espagnol. Alors, d'abord, parfois il arrive des choses un peu étranges dans la vie. Vous êtes dans un pays très lointain, la Colombie. Et puis, vous tombez sur quelqu'un qui est joli. Et qui, dans la même phrase, qui adore l'intelligence artificielle et même Yoda. Alors là, vous avez deux réactions possibles. Si vous êtes un vrai juriste authentique, si vous n'êtes pas un vrai juriste, vous l'adorez. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marc Corrala il y a quelques mois. Et je l'ai adoré parce que je suis fan de Yoda de l'intelligence artificielle. Et donc, je voulais te laisser parler ce qu'on fait ensemble depuis plusieurs mois, de loin, mais tout à fait passionné de cette invitation. Alors, je vais parler des transformations de l'État sous l'effet des plateformes numériques. Je vais commencer par des questions. Qui parmi vous a déjà utilisé Uber, Airbnb, Delivery ou d'autres plateformes comme celle-ci? Levez la main. Voilà. Il y a quand même, je crois, une majorité de personnes. J'ai posé la question l'autre jour en France devant un parterre d'étudiants de 23 à 24 ans. Il y en a un qui n'a pas levé la main. Il se passe quelque chose autour de ces plateformes numériques de mise en œuvre. Et ce quelque chose, le Conseil d'État de France a voulu essayer de l'appréhender, de l'analyser, pour voir ce qui était en train de se passer et éventuellement en tirer les conséquences en termes de proposition sur le droit français et le droit européen. Le Conseil d'État de France, je le rappelle juste très rapidement, en tout cas, l'ignoriez, c'est une institution qui est à la fois administrative et juridictionnelle. C'est à la fois la juridiction suprême de l'ordre administratif français, de l'ensemble des cours administratives françaises. C'est aussi une institution qui a pour mission de conseiller de manière indépendante, de conseiller le gouvernement et le Parlement sur des sujets juridiques. Et dans son activité de conseil juridique, tous les ans, le Conseil d'État publie une étude sur un sujet qu'il choisit lui-même et sur lequel il travaille pendant un an. Et cette étude a justement pour vocation à analyser un certain nombre de questions juridiques, de questions d'actualité, et de proposer des évolutions juridiques au gouvernement et au Parlement. L'étude annuelle du Conseil d'État qui vient d'être publiée en septembre 2017 porte justement sur cette question de l'État face aux plateformes numériques. Alors en réalité, cette étude n'a qu'un seul intérêt, c'est un article qui nous est joint, qui est un article de loi Corrèze. Les 100 autres pages de l'étude sont moins intéressantes, mais je vais quand même essayer d'en parler aussi. Quelles sont les conséquences de ces plateformes numériques sur ce qu'est l'administration publique, sur ce qu'est l'État? De prime abord, au premier abord, on peut avoir le sentiment qu'il n'y a aucun rapport entre ces plateformes qui se développent comme Uber, comme Airbnb, et puis ce qu'est l'État, ce qu'est le service public, ce que sont les administrations. Pourtant, l'analyse que nous avons faite du modèle de la plateforme numérique, des évolutions qui sont en cours autour de ces plateformes, aboutit à une conclusion différente
qui est que ces plateformes peuvent avoir une incidence très forte sur le service public et l'État. Ces plateformes numériques, ce sont d'abord, telles que nous l'avons analysé, ce sont d'abord un changement de paradigme sur le plan économique. Et c'est ça qui est très important. Changement de paradigme sur le plan économique que l'on peut synthétiser autour de deux caractéristiques de ces plateformes. La première, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle la multitude, de ce qu'on appelle crowd en anglais. Ces plateformes, elles ne font pas appel la plupart du temps à des salariés ou à des personnes qui travaillent directement pour elles. Elles font appel pour réaliser une activité, par exemple une activité d'hébergement comme Airbnb. Ces plateformes, elles font appel à tout le monde, à vous, à moi. Et vous voyez que le modèle économique de Airbnb, c'est juste d'être finalement ce qu'on appellerait un courtier. Quelqu'un qui va mettre en relation quelqu'un qui cherche un logement. Je veux aller à Paris passer mes vacances. Les hôtels à Paris sont très chers, c'est pas très bonne qualité pour certains d'entre eux. Et bien vous allez aller chez un particulier, Airbnb, et vous allez passer d'excellentes vacances dans un très bel appartement, pas très loin de la Tour Eiffel, à un tarif très raisonnable, peut-être par rapport à celui d'un hôtel. Et vous voyez que Airbnb n'est pas une industrie hôtelière. Airbnb, c'est juste une mise en relation. Pourtant, ce qui se passe avec Airbnb, c'est que finalement, l'activité qui est mise en œuvre entre directement en concurrence avec des activités traditionnelles hôtelières. Donc ça, c'est la première caractéristique des plateformes, c'est qu'elles n'utilisent pas finalement le même modèle économique que les entreprises traditionnelles. Elles utilisent la foule des gens qui ont envie de se mettre en relation. Deuxième caractéristique des plateformes qui est très très importante, qui est liée à la première, on peut la synthétiser dans finalement l'abolition, la fin du modèle de la firme qui était le modèle d'organisation des activités humaines, que ce soit dans le cadre économique, mais aussi en dehors du cadre économique. La fin du modèle de la firme comme modèle économique efficient. Si je le dis de manière simple, dans l'ère industrielle, vous avez une grosse firme avec un grand patron, exceptionnel évidemment. Donc, dans l'ère industrielle, vous savez que le modèle économique parfait, ou en tout cas le plus répandu, c'est celui de la firme, avec un grand patron, et puis des patrons intermédiaires, des chefs intermédiaires, et puis des employés. C'est une sorte de pyramide hiérarchique qui constitue un bloc. Le modèle économique de Uber, de Airbnb, de toutes les plateformes qui se développent, c'est un modèle en réseau. Autour de la plateforme, autour de ce système technologique qu'est la plateforme, mais c'est un modèle en réseau, de mise en relation. Et ça, sur le plan économique, la plateforme numérique est finalement beaucoup plus efficiente que la firme, parce que grâce au numérique, elle crée une sorte de marché, de mise en relation, de marché entre toutes les personnes qui se connectent à cette plateforme. Et là, vous allez me dire, toujours, mais quel est le rapport avec l'État? Peut-être il y en a plusieurs. Le premier rapport avec l'État, bien évidemment, c'est que
on a un modèle économique qu'il va falloir réguler à un moment, un modèle économique nouveau qu'il va falloir réguler, sur lequel il va falloir intervenir. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. L'intérêt, la particularité de ce modèle économique, c'est qu'il rencontre aussi des aspirations sociales. Des aspirations sociales, finalement, de nous tous, de la jeune génération aussi. Des aspirations à plus de liberté dans notre activité professionnelle, à plus de liberté dans la gestion de notre temps. Aussi, un certain nombre de défauts de l'ère industrielle, je parle par exemple pour la France. L'ère industrielle a abouti à un chômage de masse permanent que nous n'avons pas résolvé. Or, ces plateformes numériques créent de l'emploi. Un emploi qui n'est peut-être pas l'emploi idéal, l'emploi rêvé, j'en suis bien conscient. Mais elles créent de l'emploi, elles permettent à des gens, par exemple, qui n'ont pas trouvé autre chose qu'un travail à mi-temps, elles permettent à ces gens d'avoir un petit complément de revenu parce que ces personnes vont pouvoir faire louer leur appartement une nuit ou deux de temps en temps. Ces personnes vont pouvoir de temps en temps vendre leurs services de jardinier, par exemple, sur les plateformes. Et donc ces plateformes permettent de remédier en partie à certains défauts de l'activité économique de l'ère industrielle. Et lorsque vous avez un changement de modèle économique très puissant, qui rencontre des aspirations sociales, auxquelles s'ajoute le développement technologique autour de ces plateformes, l'écosystème technologique de ces plateformes, qui de plus en plus intègre de l'intelligence artificielle, qui intègre des algorithmes de plus en plus puissants, eh bien, nous avons là ce qu'il est possible de qualifier de révolution industrielle. Alors, ce serait une révolution industrielle si on était encore dans l'ère industrielle. Mais en tout cas, vous avez la santé d'une révolution économique. Et c'est l'analyse que fait l'équipe du Conseil d'État. Nous sommes 100 ans en présence autour de cette plateforme, de l'intelligence artificielle, du développement technologique. Nous sommes dans le cadre d'une authentique révolution industrielle. Et il serait douteux qu'une révolution industrielle n'ait aucun effet sur l'État et les services publics. Tel que nous l'avons analysé, ces plateformes, ce modèle de la plateforme a deux effets sur l'État et les services publics. D'abord, les plateformes concurrencent l'État, elles concurrencent les services publics. Les exemples que je vais utiliser sont des exemples sur le modèle français, mais ça pourrait être intéressant après d'avoir une discussion pour savoir s'ils sont transposables en Argentine, par exemple, s'il y a des similitudes avec la situation en Argentine. Il y a deux modifications, deux concurrences qui sont faites par ces plateformes sur les missions de l'État et des services publics. Première concurrence, elle se situe au niveau d'activités qui sont authentiquement régaliennes, qui sont authentiquement des activités de puissance publique. Un exemple, le fait de fournir de la donnée certifiée. Les cartes qui sont faites en France, il y a, il y a un organisme public. Il y a un organisme public qui est chargé d'élaborer les cartes, et parce que c'est un organisme public, ces cartes sont totalement certifiées comme étant exactes et authentiques. Ou en France, peut-être en Argentine aussi, vous avez ce que nous appelons une carte d'identité, quelque chose qui est approuvé par l'État, délivré par l'État, et qui certifie le fait que la personne sur la photo avec des empreintes digitales qui sont rentrées dans la puce est bien cette personne. Vous êtes déjà allé sur des sites internet sur lesquels on vous demande de vous connecter par Facebook, connecter par LinkedIn, connecter par Google, etc., etc. Ça, lorsque vous faites cela, lorsque vous vous connectez par Facebook,
à peu près d'un autre site internet, vous êtes en train de certifier de votre identité avec vos informations auprès d'une autre personne. Qu'est-ce que se connecter avec Facebook? C'est tout simplement justifier de votre identité sur le plan numérique auprès du site sur lequel vous allez vous connecter. Et vous voyez qu'en réalité, se connecter avec Facebook, c'est une fonction qui, normalement, dans le monde réel, quand on vous demande votre identité, vous donnez votre papier d'identité. Vous ne donnez pas votre compte Facebook. Mais dans le monde virtuel, Facebook concurrence directement la fonction de certification de l'identité, qui est une fonction dévolue à l'État normalement. Donc vous voyez qu'il y a une concurrence entre certaines fonctions de l'État, certaines fonctions régaliennes, et ce que font aujourd'hui les plateformes. Deuxième concurrence, elle se situe au niveau des services publics. Alors l'exemple que je vais vous donner est un exemple très français. En France, à la fin des années 1960, au début des années 1970, on a découvert une chose qui n'existait pas avant, c'est les bouchons. Les automobiles. Et notamment, on a découvert qu'il y avait des bouchons automobiles très hauts dans le sud de la France, là où tout le monde part en vacances pendant les périodes d'été. On a créé un truc formidable. Ça s'appelait le Centre national d'information routière. C'était un organisme administratif français, parce qu'il y avait un organisme central, des organismes déconcentrés. C'était un organisme totalement paritaire qui alliait, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, le ministère en charge des transports. Et toutes les décisions, y compris celles de publier de l'information, étaient prises par des comités composés de l'ensemble des représentants de toutes les administrations. Et il devait y avoir nécessairement une unanimité. Enfin, un gros organisme administratif. Cet organisme a plutôt bien fonctionné, et il a même eu une marque qu'on appelle, je vais peut-être traduire ça, c'était. Et cet organisme, il a délivré de l'information à tout le monde sur les coûts d'intention. Là, il va y avoir un jour, prenez cette cause vulnéraire, éviter d'être en congé. Sauf qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sont apparues des plateformes numériques, commerciales, Coyote, Google fait ça aussi en partie. Et puis d'autres plateformes, il y en a peut-être spécifiques en France, on a des jeux qui sont très français. Eh bien, ces plateformes, elles délivraient de l'information, notamment grâce à tous les gens qui se connaissent au dessus et qui ne sont pas peut-être français. Ces plateformes, elles délivraient la même information que cet organisme administratif, même de manière en général beaucoup plus précise, et surtout avec une information supplémentaire que nécessairement la police et la gendarmerie ne donnaient pas, qui est l'emplacement des radars routiers. Et donc, forcément, les gens, plutôt que d'utiliser l'information donnée par l'organisme administratif, se sont mis à utiliser ces plateformes. La conséquence en a été que nous avons fermé, il y a un an, ce Centre national d'information routière. Il a été supprimé complètement parce qu'il était devenu inutile. Je prends un autre exemple. Dans une ville américaine, en Californie, je me souviens plus du nom de la ville, mais l'exemple était très ancien. La ville a décidé de fermer un certain nombre de ses lignes de bus qui ne délivraient que quelques personnes en réalité, parce que ça coûtait trop cher. Mais ils n'ont pas abandonné le service public, ils ont tout simplement passé un accord avec Uber, en permettant à ces gens de faire appel à Uber en ne payant que le prix qui était le même que celui du ticket de bus pour faire leur déplacement. Donc vous voyez que même les activités, certaines activités de service public sont concurrencées par ces plateformes
Tout simplement parce que le modèle économique de la plateforme permet de rendre rentable économiquement des activités qui autrefois ne l'étaient pas et qui donc ont été prises en charge sous l'ère industrielle par l'État. Donc vous voyez qu'il y a une réelle concurrence, il peut y avoir une réelle concurrence entre ces plateformes et des activités d'État, des activités de service public. Quelle peut être la réponse à ça? Il y en a deux. Et elle se résume principalement par le fait qu'il apparaît aujourd'hui nécessaire que les pouvoirs publics s'emparent de ce modèle de plateforme, utilisent ce modèle de plateforme pour se réformer eux-mêmes et avancer. Utiliser le modèle de plateforme, c'est d'abord prendre en considération l'existence des plateformes, c'est d'abord se poser la question, est-ce que les services publics que j'ai créés, moi, l'État, sont encore nécessaires? Et ça, c'est une question extrêmement difficile à se poser, mais qui a un intérêt majeur, qui est la même que l'on peut se poser lorsqu'on met en œuvre des procédés d'intelligence artificielle. Les plateformes numériques apportent énormément de choses. L'intelligence artificielle apporte énormément de choses et peut apporter énormément de choses aux activités publiques. Mais il reste une part irréductible d'humain dans les activités de service public que les plateformes ne peuvent pas mettre en œuvre. Un exemple français. Nous avons ce qu'on appelle un service public de l'emploi qui permet à des gens d'essayer de trouver un emploi. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent la mise en relation de personnes avec un employeur et de manière souvent beaucoup plus efficace que ce que nous fait le service public français. Eh bien, ce service public s'est posé la question, est-ce que je suis encore nécessaire? Et il s'est dit oui, à une condition, c'est que je concentre toute mon activité là où l'accompagnement par des personnes humaines est nécessaire. Autrement dit, ce que je vais faire, moi, service public de l'emploi, c'est adopter le modèle de plateforme, adopter le numérique, numériser tout ce que je peux numériser. Et toutes les personnes, tous les êtres humains qu'il y avait là, eh bien, je vais les concentrer sur là où l'humain est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Que ce soit avec le modèle de plateforme ou avec l'intelligence artificielle, la question centrale qui est posée, c'est où est-ce que nous avons encore besoin de l'être humain en tant que tel, avec tout ce qu'il a de particulier par rapport à la machine. Deuxième et dernier aspect en termes d'évolution de l'État et des services publics, eh bien, c'est adopter ce modèle de plateforme. Un dernier exemple, et je vais terminer. Un dernier exemple, je pense que tous les services étatiques et les services publics sont à peu près structurés de la même manière dans le monde. C'est une structuration en silo. En tout cas, c'est comme ça en France. Nous avons des directions du travail, par exemple. Nous avons des ministères du travail, des ministères de l'écologie, etc., etc. Lorsque vous êtes une personne, un particulier, qui éventuellement n'y comprend rien de droit, eh bien, il y a une personne qui est chargée de gérer et de gérer la complexité administrative, c'est le citoyen. Je vais prendre un exemple avec mes malheurs de santé. Je suis à la fin de plusieurs pathologies après un accident de voiture. J'ai mal à la tête, je suis eh bien, je vais voir des médecins spécialisés. Il n'y a aucun contact entre ces médecins. Ce sont des médecins. Il n'y a aucun contact entre ces médecins. C'est moi qui gère la complexité de ces médecins. Ce qui veut dire qu'il y en a certains qui vont me prescrire 2 fois le même examen, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Eh bien, et c'est moi qui suis chargé de dire à chaque médecin, voilà ce que m'a dit l'autre, etc. C'est pas pareil.
voulez vous marier en France, vous devez produire un certificat de naissance. Vous vous mariez devant une mairie, ce certificat de naissance, c'est une autre mairie qui en dispose, deux administrations. Et bien, on vous demande à vous de demander à l'autre administration publique de produire le document que vous allez vous-même donner à l'administration. C'est vous, c'est le citoyen qui gère ces complexités administratives et qui résout la différence entre les différentes administrations. Eh bien, adopter un modèle de plateforme, ce serait exactement l'inverse. Ce serait utiliser le modèle de plateforme, des procédés d'intelligence artificielle, qui permettraient justement de gérer la complexité administrative et d'en faire quelque chose de simple, concret et citoyen. Donc ça veut dire des administrations qui s'échangeraient les informations directement entre elles. Pourquoi pas avec une vraie plateforme numérique qui permettrait de mettre en relation les administrations entre elles. Et à la fin, le citoyen, eh bien, avec un procédé d'intelligence artificielle, il pourrait tout simplement dire voilà ce que je recherche, je cherche à créer une entreprise. Et le logiciel lui répondrait eh bien voilà, pour créer une entreprise, vous avez besoin de faire tout ça. Et bien moi, je vous donnais directement à toutes les administrations. Et l'entreprise, elle est créée en l'espace de 15 minutes, 20 minutes, 6 minutes. Ça commence à exister. Et ça, c'est quelque chose que l'État, à mon sens, doit développer. C'est l'administration. Merci.